This is a unique phenomenon in human history. C'est une crise, comme vous l'avez dit, d'un genre très particulier parce que c'est la première fois dans l'histoire humaine que face à un danger mortel pour un certain nombre de gens, on a décidé d'arrêter l'économie. On est dans l'instant permanent. 300,000 people can die every day from hunger. C'est aussi aux citoyens de dire halte. Je suis surpris par l'obéissance des masses. The importance of forming judgment, the importance of saying, I will wait to see a transcript before I comment. Ces plaintes ont quelque chose de totalement indécent. The coronavirus has had an impact on humanity as a whole. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Attali. J'ai le plaisir d'inaugurer avec vous ce webinaire pour The Hexagon Society. Alors, je vais faire une rapide présentation. Polytechnicien, énarque, conseiller spécial du président de la République François Mitterrand pendant 10 ans. Vous avez été le fondateur de 4 institutions internationales, Action contre la faim, Eureka, BERD et Positive Planète. Économiste et écrivain, vous avez écrit sur l'économie positive notamment et sur les grands défis à venir. Donc naturellement, vous ouvrez ce webinaire avec pour thème l'après-Covid-19. Alors, on le sait tous, le monde a été touché depuis le début de l'année par une crise sanitaire sans précédent depuis le siècle dernier. On a tristement 110 000 morts dans le monde et près de 13 800 en France, avec une économie mondiale quasiment à l'arrêt. Et j'ai le sentiment tout de même qu'aucun pays n'était vraiment préparé à cette forme de crise. Pourtant, aujourd'hui, des milliards sont posés sur la table, essentiellement pour maintenir à flot les entreprises. Monsieur Attali, j'aimerais savoir, dans la mesure où nous n'avons aucune date précise de cette sortie de crise, est-ce que ces milliards vont être suffisants et est-ce que c'est pertinent de les investir exclusivement dans notre économie ? Que serait-il bon de faire pour essayer d'avoir un avenir meilleur ? D'abord, il faut voir que cette crise est loin d'être terminée. Donc, c'est un côté un peu incantatoire que de parler de l'après-Covid-19, parce que cette crise, d'une certaine façon, ne fait que commencer. En fait, c'est une crise, comme vous l'avez dit, d'un genre très particulier, parce que c'est la première fois dans l'histoire humaine que face à un danger mortel pour un certain nombre de gens, on a décidé d'arrêter l'économie. Jusqu'à présent, pour toutes les formes de menaces, on n'arrêtait pas l'économie. Soit la menace était une guerre, on se mettait en situation d'économie de guerre, soit la menace était une épidémie, on décidait de passer outre, considérant que le nombre de vies qui étaient en cause ne valait pas la peine. C'est pour des tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir, parce qu'elles sont cruciales pour l'avenir. Depuis les années 1980-90, il y a eu un changement et on a décider collectivement, quel que soit le pays, puisque ça a été le cas tant en Chine qu'en Europe ou aux États-Unis, moins encore aujourd'hui peut-être dans certains pays du Sud émergents, mais encore de façon générale quand même, qu'il valait mieux protéger les vies que protéger l'économie. Alors, ça ne veut pas dire que toute l'économie est à l'arrêt, ça veut dire qu'on a décidé d'arrêter toutes les activités qui entraînaient, soit comme consommateurs, soit comme travailleurs, une proximité trop grande, soit dans les domaines, sauf dans les domaines vitaux, ce que j'appelle l'économie de la vie, c'est-à-dire la santé, évidemment, qui passe avant tout et qui, malgré la proximité, est en première ligne, et certains métiers qui sont fondamentaux, comme la distribution, l'énergie, on reviendra sur tout ça tout à l'heure. Donc, l'économie mondiale travaille à peu près grossièrement à 2/3 de son activité. Si ceux qui sont confinés peuvent l'être plus ou moins confortablement, c'est parce qu'il y a justement les 2/3 de l'humanité qui travaillent. Est-ce qu'on était préparé à ça ou pas ? Certains pays, en particulier en Asie, l'étaient plus que les Européens et les Américains, parce qu'en Asie, depuis très longtemps, on connaît ce genre d'événements. Il y a eu beaucoup d'épidémies, il y a eu beaucoup de pandémies récentes, très récentes, que nous n'avons pas connues parce qu'elles se sont arrêtées aux frontières de l'Europe, ne nous ont pas touchés.
Et ce qui fait qu'en Asie, on a installé des règles plus très anciennes de distance qui sont conformes à la culture. On a accumulé les masques qu'on utilise tout le temps et il y a assez généralement une préparation à ce genre d'événement qui a permis de déclencher tout de suite les manœuvres nécessaires. En Europe, on était moins prêts, en particulier en Italie, où se cumulent toute une série de problèmes qui expliquent sans doute pourquoi l'Italie a été la première victime. D'abord parce que l'Italie est très en lien avec la Chine, en particulier par son industrie textile. Ensuite, parce que l'Italie est une terre où les gens vivent ensemble, dans la famille. Les jeunes restent très longtemps avec leurs parents. Où on aime les grands rassemblements, qu'ils soient rassemblements religieux ou rassemblements sportifs, le football, et où on ne se prépare pas beaucoup à autre chose que la fête. C'est ainsi, l'État y est très faible. Et donc c'est ainsi que c'est par l'Italie que la maladie ou l'épidémie est rentrée en Europe. Ensuite, les autres pays ont été touchés différemment selon leur état de préparation, très faible dans la plupart des cas. Mais en tout cas, ce qui s'est produit assez vite, c'est un arrêt des secteurs dans lesquels le travail ou la consommation pose une proximité qui peut menacer les gens. D'où le fait qu'on a aujourd'hui une situation, vous l'avez dit, où beaucoup de gens croient que ça ne va pas durer. Donc, comme ça ne va pas durer, eh bien, on maintient à bout de bras ce qui doit l'être, en se disant, mais ça ne va pas durer, forcément, c'est un mauvais rêve, c'est un cauchemar, on va se réveiller. Donc, maintenons ça en activité le temps que tout ça soit terminé, ça va se terminer, et ensuite, on oubliera ça et on repassera à autre chose. Évidemment, c'est très difficile de penser que c'est ça qui va se passer, même si la sidération générale amène à le penser, même si beaucoup de gens parlent aujourd'hui un peu partout de la fin du confinement, pour la semaine prochaine ou pour dans un mois, du retour à l'état normal, de savoir quand on va reprendre nos habitudes, il faut bien prendre conscience que c'est loin d'être vraisemblable. Aussi longtemps qu'on fait passer, comme on l'a décidé de le faire depuis quelque temps, la vie avant l'économie, et ce curseur peut bouger, aussi longtemps qu'on a décidé de faire cela, alors, et à moins qu'on ne trouve dans les semaines ou les mois qui viennent rapidement un vaccin et un médicament, il n'y a absolument aucune raison pour que cette crise ne continue pas. Il n'y a aucune raison pour que les gens soient déconfinés et il n'y a même, pour revenir à votre question, aucune raison pour que l'argent qu'on a commencé à mettre ne doive pas continuer à être mis pour soutenir à bout de bras des secteurs qui ne rouvriront pas d'ici au jour où on aura trouvé les médicaments et les vaccins nécessaires. Alors, dans ce cas, à quoi vont ressembler les prochains mois à venir? Est-ce que si on part sur un confinement de longue durée, alors que, semble-t-il, on entend des bruits de couloir où visiblement on annonce un déconfinement progressif d'ici cet été, ou en tout cas durant l'été, comment vous imaginez les prochains mois et qu'est-ce que... Je ne suis pas médecin et je ne veux pas me placer en situation de faire un café du commerce thérapeutique qui m'a toujours... paru insupportable venant de ceux qu'ils font à longueur d'antenne sur les chaînes faites pour ça. Je dirais que pour moi, aussi longtemps qu'on n'a pas un médicament et un vaccin, on sera obligé de naviguer à vue et de faire un choix entre le risque de mourir, le risque de contaminer les autres, le risque de saturer de nouveau les équipements médicaux, et la protection. Ce choix purement politique sera fait différemment. Si vous êtes dans un pays qui dispose de capacités de lits de médecine énormes et qui peut fournir un masque par jour à toute sa population, vous pouvez déconfiner. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi je pense que la production d'équipements, de masques, de respirateurs et de l'ensemble des équipements nécessaires pour supporter la maladie, en attendant encore une fois qu'on ait un vaccin et un médicament, est clé. Si on fait le compte, il faudrait, si on doit changer le masque tous les jours, 1500 milliards de masques par an pour la planète. Il faudrait 10 millions de respirateurs, il faudrait 50 millions de tests, 50 milliards de tests. C'est des quantités gigantesques qu'il va falloir avoir. Et donc déjà, ce qu'on peut dire,
c'est qu'en dehors de l'économie qui fonctionne et de celle qu'on peut rouvrir progressivement en fonction de la disponibilité des lits d'hôpitaux et des tests et des moyens de savoir qui a la maladie ou pas, il faut de toute façon produire ces équipements. Il faut donc produire ces équipements en masse gigantesque, parce qu'on ne peut pas le produire simplement pour la France, l'Angleterre ou l'Europe ou les États-Unis. Il faut le produire pour l'Inde, 1,5 milliard. Il faut le produire pour l'Afrique, 1,5 milliard. Parce que, à la fois, c'est éthique, mais ensuite parce que chaque continent peut réinfecter l'autre. Donc, c'est ce que j'appelle l'altruisme intéressé. Donc, la première chose, quoi qu'il arrive dans les mois prochains, encore une fois, sauf si on a un médicament et un vaccin demain matin, c'est de reconvertir notre économie pour produire en masse tout ce qui est nécessaire à rendre possible une vie moins enfermée qu'aujourd'hui. Des masques, des respirateurs, des tests, dans des quantités phénoménales. Or, je ne vois pas aucun pays, en particulier en Europe et aux États-Unis, se lancer dans cette économie de guerre, au sens non pas de guerre contre un ennemi quelconque, mais économie de guerre au sens d'une réorientation, comme on l'a fait pendant la guerre, quand des usines civiles sont mises à produire des armes. Je ne vois personne le faire, d'une façon massive. Alors, certains pays, étonnamment, l'ont fait, et on peut citer un exemple d'un pays qui est très étonnant, l'a fait, avec les moyens dont il dispose, qui ne sont pas aussi grands que d'autres, c'est le Maroc, qui a créé les conditions de produire des masques en quantité suffisante, au point de pouvoir les distribuer dans les distributeurs de café automatiques partout dans le pays. Tous les pays du monde devraient avoir ça. Si on avait ça, des masques en quantité illimitée pour toute la population, si on avait des tests en quantité illimitée pour toute la population, si on avait des technologies non pas de surveillance, de vérification que quelqu'un de testé ne croise pas quelqu'un qui n'est pas testé, etc., on pourrait assez facilement déconfiner ceux qui sont moins à risque. C'est-à-dire, d'abord, si on suit les statistiques qui sont données, les femmes de moins de 60 ans, puis les hommes de moins de 60 ans, puis un certain nombre d'autres catégories en fonction des risques connus. Et encore, faudrait-il disposer d'études statistiques par l'intelligence artificielle qu'on n'a pas encore. Ceci est possible. Mais la priorité qui manque, c'est ça. Et la deuxième priorité qui manque, c'est qu'on a décidé de mettre énormément d'argent pour maintenir en état une partie de l'économie moribonde, tout ce qui est à juste titre, les commerces, les restaurants, les hôtels. C'est normal qu'on les maintienne en chômage partiel et c'est normal. Ça coûte, pour l'instant, on peut l'estimer à, mettons, 10% du PIB mondial, ça fait à peu près 10 000 milliards. Par contre, ce qui est scandaleux et hallucinant, c'est qu'on ne trouve pas les 60 milliards qui seraient nécessaires pour mettre en place un vrai plan de recherche du médicament et des vaccins. On ne fait encore rien, même si ça va venir, sans doute, je l'espère, pour alléger les charges qui pèsent sur l'Afrique et sur l'Inde. La moindre des choses serait d'annuler ou de reporter au moins les charges de dette, comme si tout ça n'était qu'une parenthèse qui allait bientôt se fermer, comme si tout ça n'était qu'un cauchemar dont on allait se réveiller. Non, ce n'est pas un cauchemar dont on va se réveiller. C'est un choix politique que l'humanité a fait. La vie compte plus que l'économie. Ce choix politique où on se donne des moyens de faire en sorte qu'on l'emporte, et donc on doit, puisque c'est la vie qui l'emporte, qui est plus importante que le reste, on met le maximum sur ce que j'appelle l'économie de la vie, c'est-à-dire la médecine, la recherche, l'alimentation, l'hygiène, l'éducation, la recherche, les énergies propres, la distribution, l'information, la sécurité, la démocratie, tous les secteurs qui sont vitaux au détriment de certains autres que je n'ai pas nommés et qui certainement devront se reconvertir et inventer autrement leur forme de vie, d'activité dans les semaines qui viennent, encore une fois, sauf si demain matin on trouve une façon de régler le problème d'un point de vue thérapeutique. Alors, je voulais revenir justement sur ce vaccin qu'on attendrait ou ce médicament. La plupart des experts expliquent qu'il faudrait aux environs de plusieurs mois, voire 1 an avant de trouver un vaccin ou un médicament qui pourrait soigner les malades. Vous nous expliquez que très peu d'argent est mis au final sur la recherche, alors que des milliards sont trouvés assez facilement pour maintenir des défaillances qui, pour la plupart, sont inévitables.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, en tant que citoyen? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mobiliser un peu plus les différents dirigeants? Parce que, vous le disiez assez justement, on a le sentiment que c'est une forme de parenthèse et que ça a une fin, même si on ne la connaît pas, et que, sans vouloir jouer au Café du Commerce, comme vous disiez, beaucoup annoncent quand même cet été. On a le sentiment qu'on passe à côté de la réalité. Bon, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est chacun, nous sommes tous acteurs. D'abord, ce qu'on peut faire, c'est se protéger les autres, être discipliné dans le confinement et dans les recommandations qu'on peut faire à ceux qu'on connaît ou ceux qu'on ne connaît pas. C'est ce que j'essaie de faire ici ce soir. C'est de ne pas bercer les gens d'illusions et c'est pousser les gouvernements, dans la mesure où on a un impact plus ou moins démocratique ou médiatique, sur le fait de consacrer beaucoup plus de moyens à cette recherche. Et aussi, d'ailleurs, de prendre conscience que cette recherche est globale. Moi, je suis fasciné quand je vois dans les différents médias, pas seulement en France, dans le monde entier, beaucoup de médias ou d'hommes politiques dire « dans l'hôpital de machin, chez moi, on va trouver le médicament qui serait valable que pour mon pays ». Non, si quelqu'un trouve un médicament et un vaccin, où que ce soit dans le monde, ce sera un vaccin pour la planète. Et avec soit des rémunérations qui seront les plus réduites possibles, soit en faire évidemment ce qu'on appelle un bien commun de l'humanité, parce que il faut que les gens qui n'ont pas les moyens de payer puissent l'avoir. Donc, on peut à la fois penser que c'est une bonne chose, parce qu'il suffit qu'une équipe le trouve quelque part pour que ça soit valable pour tous, mais l'argent ne suffira pas, même si on trouve les 53 milliards que l'OMS a dit nécessaires pour y parvenir. Même si on trouve ces 53 milliards, aujourd'hui, je pense qu'on est à 8 sur les 53, ce qui est hallucinant. 8 ou 10. Si on trouve cet argent, il faut encore qu'il y ait des chercheurs disponibles. Il faut qu'il y ait encore des savants qui soient compétents pour le faire. Alors, pendant la guerre, on a réorienté des savants qui fabriquaient des choses tout à fait pacifiques pour leur faire des choses tout à fait militaires. En particulier, tous les savants du nucléaire sont basculés du civil au militaire. Je pense qu'il y a beaucoup de talents qui sont aujourd'hui mobilisables. Mais je n'entends pas, ni en France, ni en Europe, une très grande mobilisation. Par exemple, on parle de faut-il faire des eurobonds pour mutualiser les dettes des pays européens. Bon, non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire un instrument aussi vaste et aussi puissant que pourrait l'être un tel eurobonds, mais le faire en focalisant sur les secteurs essentiels dont j'ai parlé tout à l'heure, sur l'économie de la vie. Il faut focaliser là-dessus. Il faut profiter de cette crise Il faut gérer cette crise d'une telle façon qu'elle puisse accélérer la réorientation vers ces secteurs essentiels. Et que les secteurs qu'on appelle non essentiels, parce qu'ils sont ainsi, soient particulièrement mis au défi de se réinventer. L'industrie du spectacle va se réinventer. Et ça peut être très intéressant. L'industrie de l'art va se réinventer. On n'aura pas de la même façon, pendant un certain temps, un certain nombre d'activités artistiques. Il faut réinventer les choses. D'une façon durable, parce que, encore une fois, même si cette parenthèse se ferme, et elle se fermera, on trouvera dans les 2-3 ans quelque chose qui permettra de fermer cette parenthèse. Même si cette parenthèse se ferme, tout indique, comme nous étions certains il y a 10 ans à dire qu'une telle pandémie pourrait avoir lieu, tout indique qu'il y en aura d'autres. Tout indique d'ailleurs que d'autres catastrophes menacent l'humanité et qu'on ne s'y prépare pas. Le changement climatique. On voit aujourd'hui que la température à Paris ou la température à Londres ou ailleurs sont très au-dessus des moyennes saisonnières antérieures. On a cette menace devant nous. Ça me fait penser à un livre de science-fiction que j'aime beaucoup, qui est un très beau livre. Exactement, c'est une somme de 3 livres, dont chacun fait 700 pages. C'est peut-être des moments pour ceux qui n'ont pas lu de le lire. C'est un écrivain chinois qui s'appelle Lixin, si je me souviens bien de son nom, et dont le premier tome s'appelle Le problème des 3 corps. Et ensuite, il y a deux autres magnifiques tomes sur la forêt sombre, etc. Le thème, c'est l'humanité reçoit d'une façon assez extravagante un message sur lequel une civilisation hostile va la détruire, l'humanité, dans 4 siècles. Et c'est la façon dont l'humanité se prépare à ne pas être détruite dans 4 siècles. L'humanité devrait toujours être en situation de se préparer à être détruite dans 4 siècles. C'est ce que, plus modestement, nous appelons dans notre fondation l'économie positive. Travailler dans l'intérêt des générations futures. S'il y a 15 ans,
on avait suivi ceux dont j'étais parmi beaucoup d'autres, disaient qu'une telle pandémie était possible, on n'en serait pas là aujourd'hui. Non pas qu'on n'aurait peut-être pas encore trouvé le vaccin, mais en tout cas, on aurait certainement créé les conditions d'une préparation en termes de capacité hospitalière, même redondante à l'époque, comme ça existe dans certains pays comme l'Allemagne ou la Chine ou d'autres pays qui ne se sont pas trouvés confrontés à cette même difficulté. Travailler dans l'intérêt des générations suivantes, c'est dans notre intérêt le plus égoïste. Et même quand on aura dépassé, parce qu'on dépassera cette crise-là, travailler dans l'intérêt des autres, c'est dans notre intérêt le plus égoïste. On le voit aussi se manifester par toutes les prises de conscience de ce que les métiers invisibles sont plus importants que d'autres, que les inégalités sont encore plus terribles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient, parce que les plus fragiles sont les victimes. Il y a à la fois les invisibles sont à la fois les plus nécessaires dans la survie de nos sociétés, mais aussi les plus exposés, mais aussi les plus fragiles. Donc il y a une sorte de convergence paroxystique entre ceux qui sont le plus essentiels sont ceux qui sont les plus maltraités. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra ne pas oublier. Alors, vous parlez d'une notion qui est très intéressante, cette notion d'économie de la vie, donc toutes les économies ou tous les secteurs qui sont essentiels. Est-ce que vous pensez que notre économie, fatalement, doit se transformer et au final, est-ce que l'Europe va relever ce défi? On a le sentiment que c'est déjà une prouesse qu'ils aient pu s'entendre en termes de dette et en termes de financement. Est-ce que l'Europe va être capable quelque part de créer d'une part cette économie de la vie et d'autre part une forme aussi de protectionnisme européen que beaucoup... Il faut en tout cas il faut une souveraineté européenne. On ne peut pas se permettre d'attendre en mendiant l'avion de masque qui ne viendra pas de la Chine parce que quelqu'un l'aura piqué à l'aéroport. C'est humiliant et ce n'est pas possible. On devra pouvoir le faire. L'Europe, d'abord, à sentir. Si on regarde, il y a 3 grandes puissances dans le monde aujourd'hui. Il y a les États-Unis, la Chine et l'Europe. Et beaucoup disent que c'est le moment où la Chine va l'emporter sur les États-Unis. C'est possible, mais pour moi, ce n'est pas du tout certain. Parce que la Chine a beaucoup de difficultés, elle était fragile. Et ensuite, son absence de transparence rend la gestion de la crise et de la situation beaucoup plus difficile que dans d'autres pays, puis il y a beaucoup de faiblesses sur lesquelles on pourra revenir. Les États-Unis montrent aujourd'hui qu'ils n'ont même plus la volonté d'être le leader mondial, en tout cas avec l'actuel président. L'Europe, elle, a de bonnes raisons de réussir, si elle s'y prend bien. D'abord, comme vous l'avez dit, elle n'en est pas si mal tirée pour l'instant, même si beaucoup de signes sont catastrophiques, je ne le nie pas. On a fermé les frontières entre les pays européens, Schengen n'existe pratiquement plus, on n'a pas fourni ce qu'on devait les uns aux autres. Les Italiens ont reçu plus de soutien de pays non européens que de pays européens. La méfiance à l'égard de l'Europe est considérable. Mais l'Europe a tenu. La Banque centrale, après quelques hésitations du premier jour, met tout l'argent nécessaire sur la table. L'Union européenne a fait un premier accord avant-hier, assez symbolique, mais qui a l'avantage d'exister. 500 milliards, c'est symbolique parce que c'est pas, il y en a, je n'irai pas plus loin, il y en a 300 qui ne sont pas utilisables, il y en a 100 sur le chômage partiel très bien et 100 sur la BEI. Et puis il y aura, je l'espère, un autre paquet sur le financement de l'industrie de la vie en juin ou juillet. Au moment où il faudra prendre le relais de ce soutien qui ne peut être que provisoire d'une économie en situation de survie et qui ne peut pas être éternelle. Donc l'Europe a tous les moyens de s'en sortir. En plus, elle a les meilleurs systèmes de protection sociale, une capacité de production industrielle considérable, mais il faut pour ça qu'elle ait la niaque, l'envie, le projet, qu'elle fasse de ces 3 mots, ces 4 mots, l'économie de la vie, 4 mots, qu'elle fasse de cela sa devise industrielle, philosophique, politique, idéologique, pour plusieurs années encore. Je ne le sens pas encore. Mais l'Europe est quand même mieux placée que les autres pour le faire. Donc c'est quand même une lourde leçon de ces décennies, notamment sur les délocalisations. On a quand même de nombreux intellectuels qui ont décrié la mondialisation, le capitalisme à tout va, et c'est au final une crise sanitaire qui nous rappelle à des fondamentaux sur des secteurs qui sont essentiels. Oui. Il faut bien dire que la mondialisation a 2 dimensions. Il y a la mondialisation du marché et la mondialisation de la règle de droit.
J'ai toujours dit depuis 20 ans que la mondialisation du marché sans mondialisation de la règle de droit, c'est un désastre. Parce que le seul pays qui existe où il y a un marché sans règle de droit, c'est la Somalie, et la Somalie, c'est un chaos total. J'ai toujours dit qu'on n'assistait pas à une mondialisation, à une globalisation, mais à une somalisation de la planète, un chaos total. Si nous avions des règles de droit qui faisaient que le marché de gros de Wuhan était soumis aux mêmes règles d'hygiène que le marché de Rungis, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la mondialisation en tant que telle qui est un problème, c'est la mondialisation sans règles de droit. Sans règles de droit. Et comme on ne peut pas espérer que cette règle de droit s'installe d'une façon magique, rapidement, oui, il faut devenir plus souverain. C'est pour ça que je propose d'appeler ces bons, qui ne seraient pas des eurobonds, mais des sovereign bonds pour l'économie de la vie, pour permettre à l'Europe d'être dans les secteurs de l'économie de la vie beaucoup plus autonome qu'elle est aujourd'hui. C'est pathétique qu'on soit obligé d'attendre de savoir si le énième avion qui décolle de Shanghai va aller à Paris ou à New York. C'est pathétique. Alors qu'on a tous les moyens de produire chez nous les masques si on veut bien mobiliser nos industries. Pas dire oui, non, ça va, Air Liquide produit des respirateurs, ça nous suffit. Oui, non, ça va, il y a telle petite entreprise au fin fond de la Bretagne qui est géniale et qui produit des masques. Mais non, il faut en produire des millions tous les jours. Et donc, c'est une mobilisation qui n'est pas là, ni en France, ni en Angleterre, ni en Italie. Elle doit être politique, elle doit être planifiée, volontariste, si on veut à la fois préparer les conditions de meilleure survie et aussi retrouver une croissance et des emplois pour ceux dont les emplois et la croissance vont être rendus plus difficiles par l'interruption de certains métiers. Vous citiez l'exemple du Maroc, assez justement, qui s'est pleinement mobilisé. En France, on a des mobilisations de fabrication, mais presque artisanales. Là-bas, on a des ingénieurs qui ont pensé des systèmes, on a des chefs de projet, on a eu beaucoup de travail. Ils ont même trouvé des techniques de fabrication de respirateurs en 3D. Exactement. Et est-ce qu'on peut imaginer ou penser que cette ferveur-là, ou en tout cas cette intelligence-là collective, soit transportable ou en tout cas duplicable en France, et que demain, des ingénieurs décident de penser des fabrications massives. Vous avez raison de parler de ferveur, mais ça se fait tous les jours. Moi, je reçois tous les jours des dizaines de messages de gens qui me disent dans leur coin, j'ai trouvé des techniques pour fabriquer en 3D tel appareil, on s'y met entre les copains, puis ensuite on bute sur telle ou telle bureaucratie qui dit non, vous n'êtes pas dans les règles, il faut attendre, il faut 3 mois, etc. Comme on l'a vu, la pathétique dispute entre les laboratoires de recherche et les laboratoires d'hôpitaux pour des raisons de suprématie mandarinale qui fait que les laboratoires de recherche n'ont pas pu être, ils ne sont pas à l'heure où nous parlons encore, pleinement opérationnels pour permettre de tester alors qu'ils étaient disponibles, comme les laboratoires vétérinaires. Donc il y a des blocages administratifs gigantesques qui font que la ferveur, si elle existe, qui existe, n'est pas catalysée, facilitée. Une économie de guerre, ça fait tomber les 9/10 des réglementations. Les barrières. Et ça fait tomber 140% des susceptibilités bureaucratiques. C'est pas le cas. Alors, vous parliez tout à l'heure d'inégalités qui sont exacerbées. En temps de crise, on a tous pu voir quand même des élans de solidarité face à cette crise en France et de par le monde. Mais est-ce que justement le monde d'après, c'est pas aussi un monde plus solidaire, un monde où on veille beaucoup plus prochain, un monde où ces invisibles justement là et ces petites mains, comme parfois on les appelle, seront un peu au cœur de notre système, mais de manière peut-être un peu plus valorisée? Ça devrait être un monde où les métiers de la santé, les métiers de la voirie, les métiers de l'éducation, enfin tous les métiers de la vie dont j'ai parlé tout à l'heure, la distribution, de l'agriculture, de l'alimentation, seraient beaucoup plus valorisés au détriment de métiers qui sont aujourd'hui très valorisés, qui mériteraient peut-être moins de l'être, les footballeurs, certains ingénieurs ou spécialistes du numérique qui sont extrêmement nécessaires et plus que jamais en ce moment, sauf quand ils font des logiciels financiers, mais quand ils font des logiciels de santé, ils sont absolument cruciaux et absolument fondamentaux. Enfin, les logiciels financiers peuvent être utiles, sauf quand c'est dans la pure spéculation. On voit bien qu'il y a des métiers qui sont trop valorisés et d'autres qui ne le sont pas assez. Est-ce qu'on va le faire après? Si la crise n'est qu'une parenthèse, on retournera aux errements antérieurs.
Comment on les valoriserait? Est-ce que c'est uniquement dans un cadre pécunier qu'on peut les valoriser? Comment ces métiers-là peuvent être valorisables? Est-ce que ce sont des métiers qui... D'abord, ça passe par les salaires. Si les salaires sont plus élevés, vous aurez plus de gens qui voudront faire ces métiers et ils seront mieux admis dans la société. Donc il faut qu'on accepte aussi de payer ces services ou ces produits de l'économie de la vie peut-être un peu plus cher. Il faut payer l'alimentation plus cher, il faut payer sa santé plus cher. Moi, j'ai toujours dit depuis très longues années que je trouve scandaleux quand on nous dit, c'est tout un discours, n'est-ce pas, qui est là. Quand les dépenses automobile augmentent, les médias disent bonne nouvelle, le chiffre d'affaires de l'industrie automobile a augmenté. Quand les dépenses de santé augmentent, on dit ah, mauvaise nouvelle, les dépenses de santé augmentent. Non, c'est pas vrai. Quand les dépenses de santé augmentent et que l'espérance de vie augmente, c'est une bonne nouvelle. Il y a tous des discours idéologiques qui sont là. Prenez par exemple le mot charge sociale. Charge. Vous ne pouvez pas être c'est pour cotisation les charges. Normalement. Oui, mais vous ne pouvez pas être pour les charges. Donc, forcément, il y a un autre mot qu'on utilise d'une façon systématique, en français comme dans d'autres langues, prélèvement obligatoire, qui en fait regroupe des cotisations pour les industries de la vie. Mais si vous dites prélèvement, d'ailleurs, ça fait penser à prélèvement du livre de chair, obligatoire, on est contre. Donc, prélèvement obligatoire, on ne peut pas être pour. Mais si vous dites qu'en réalité, ce sont des cotisations d'assurance pour les industries de la vie, on serait pour. Donc, il y a tout un discours idéologique qui fait que les dépenses d'assurance pour la vie et pour les industries de la vie au sens large dont je parlais tout à l'heure, sont discréditées, idéologiquement dévalorisées depuis 50 ans. Est-ce que c'est aussi une mise à plat de notre fiscalité dans les années à venir? Ça devrait l'être, mais ça fait tellement longtemps qu'on dit qu'on va le faire, ça devrait l'être. En tout cas, il ne faut pas oublier qu'il y a un très grand risque que ce qui ne soit pas fait maintenant ne soit fait jamais. Pourquoi? Quand je vous disais, c'est un peu obscène de parler de l'après dès maintenant, c'est vrai que c'est un peu obscène. Mais en même temps, c'est maintenant qu'il faut préparer l'après. C'est dans les lois d'aujourd'hui qu'on créera les conditions de l'après. C'est d'ailleurs dans les lois d'aujourd'hui, c'est dans les lois de 1944, ou dans ce qui s'est fait pendant la Résistance en France, ou en Grande-Bretagne pendant la guerre, qu'on a mis en place tout ce qui a suivi. Les lois anglaises sur la sécurité sociale ou les lois américaines sur la protection des infrastructures ont été faites pendant la guerre. Ça durait après. Nous, pendant la guerre, comme on collaborait avec l'ennemi, on a moins de choses flatteuses à penser, sauf le travail qu'ont fait les résistants magnifiquement pour préparer l'après-guerre. Mais c'est dès maintenant qu'il faut préparer l'après. Dès maintenant pour le faire. Et aujourd'hui, alors déjà, est-ce que la France se prépare et est-ce que d'autres pays semblent un peu mieux préparer l'après, ou en tout cas construire et penser l'après? Il y a des pays qui vivent mieux, enfin les pays d'Asie semblent mieux préparés pour les raisons culturelles et historiques, parce qu'ils ont un passé d'expérience. Si vous regardez la Corée, Hong Kong, Taïwan, Singapour, à l'heure ou la Nouvelle-Zélande, à l'heure où nous parlons, ils sont mieux lotis que nous. En Europe, pour des raisons aussi différentes, l'Allemagne est mieux lotie que nous. Maintenant, est-ce qu'il y a des pays qui préparent vraiment, de façon lucide, conversion vers l'économie de la vie en tant que telle? Non, je ne peux pas le dire. Je pense que c'est un concept trop neuf qui commence à peine à apparaître et qu'il va falloir encore quelques temps, j'espère pas plus que quelques semaines, pour qu'il devienne vraiment le vocabulaire dominant de l'orientation vers lequel il faut aller. Alors, quels sont les secteurs qui sont dedans? Ça se discute. J'ai dit ce que je pensais essentiel. Ça fait aujourd'hui, selon les pays, entre 50 et 70% du PIB de chaque pays. Il faut aller vers 80% du PIB dans ces secteurs. Et là, on aura un potentiel renouvelé. On a du sens. Ça donne du sens. Mais je ne peux pas dire qu'il y a un pays qui mieux que d'autres, créer les conditions d'une réussite. Bien sûr, il y a des pays qui semblent s'en sortir mieux. Je pense à l'Autriche qui a l'air de vouloir sortir plus vite que d'autres, la Suède qui a adopté une stratégie particulière. Mais chaque pays a ses raisons historiques. Suivant, par exemple, en Suède, ça tient sans doute à l'éparpillement de la population, aux habitudes culturelles, etc. Ça ne renvoie pas l'efficacité de la gestion de la pandémie n'est pas un critère unique et suffisant, mais
la préparation de l'économie de la vie. D'accord. Je voulais partager une réflexion avec vous, M. Attali. Je me posais la question, est-ce que nous allions changer ou est-ce que les populations allaient changer leur comportement dans leur quotidien, leur manière de consommer, leur vie indéniablement. Vous nous expliquiez que certains métiers étaient voués à se transformer, voire à disparaître. Se transformer, pas forcément disparaître, se transformer. Non, mais il y a beaucoup de choses qui se transforment dans notre vie quotidienne, ne serait-ce que simplement qu'on puisse avoir ce genre de conversation. Le fait qu'on soit en situation d'intériorité plus grande. J'avais écrit un livre que j'avais appelé « Devenir soi » qui supposait pour devenir soi d'avoir un choc, un événement qui soit un choc qui vous pousse à vous transformer. Voilà, là maintenant, l'humanité tout entière est confrontée à ce choc, se rend compte qu'elle est mortelle, qu'elle avait oublié pour beaucoup d'entre eux, sauf les milliards de gens qui vivent dans la fragilité, qui eux savent qu'ils sont mortels, qui ne sont pas surpris. Hein. Il faut bien voir que partout en Afrique, en Amérique latine, en Inde, on n'est pas surpris de cet événement. On sait que la vie est tragique, on sait que se confiner est impossible. Enfin, on sait que cette tragédie, nous la vivons, nous, dans les pays développés, d'une façon différente et beaucoup plus surprenante, surprise que la plupart de l'humanité des pays émergents. Mais cette prise de conscience individuelle de la mortalité ramène les pays développés au niveau où ils n'auraient jamais dû cesser d'être. C'est-à-dire, ce sont les autres qui savent qu'ils sont mortels et qui donc savent la valeur extrême de chaque seconde. Faire en sorte que le temps soit du bon temps, qu'on ne vive que du bon temps, le plus longtemps possible, mais qu'il soit bon. Et faire que l'économie de la vie serve à ce que chacun puisse vivre du bon temps, ça, c'est véritablement le changement. Et dans les comportements actuels, on le voit. Beaucoup de gens ont commencé par utiliser ces facilités pour faire des conférences vidéo ou pas interminables. Puis finalement, c'est aussi inutile que les réunions interminables qui ne servent à rien dans les bureaux. Donc le temps commence à être un peu mieux utilisé. La vraie perte pour moi aujourd'hui, elle est je ne sais pas comment on va la remplacer, c'est qu'il est plus difficile de rencontrer. Ouais, ça. Non, c'est rencontrer, on peut se voir quand on se connaît de cette façon. Quand on ne se connaît pas. Voilà, c'est le hasard. Alors, sans se contenter évidemment des sites de rencontres, le hasard est un instrument extraordinaire de rencontres amicales, créatives. Et j'ai toujours dit que dans une entreprise, le meilleur endroit, le plus important, c'est la machine à café, où les gens qui sont des services différents, de hiérarchies différentes, se croisent et échangent des idées. Je crois que ce qu'on perd dans cette situation, parmi beaucoup d'autres choses, c'est l'extraordinaire créativité liée aux rencontres de hasard. Et c'est ça, sans doute, qui est une des plus grandes pertes de notre situation d'aujourd'hui. Alors, il faut rencontrer d'autres, il faut d'abord se rencontrer soi-même, qui est peut-être le plus grand inconnu qu'on a autour de nous, et en profiter pour en faire le meilleur. J'ai le sentiment que beaucoup ont découvert aussi leurs voisins, bien plus que ce que pouvait faire la fête des voisins. Et on a cet élan de solidarité à 20h pour applaudir les soignants. Et on a comme ça de belles histoires de rencontres très proches au final, mais de gens qui ne se côtoyaient pas forcément. Oui, c'est bien d'applaudir, c'est formidable. Et je ne saurais dire plus mon admiration, ma gratitude, mon émerveillement devant le travail de ces professions fantastiques. Mais dans une guerre, on ne se contente pas d'applaudir les soldats. On trouve une façon de participer au combat. Donc, on va peut-être souhaiter que les citoyens s'engagent aussi peut-être beaucoup plus, vous l'avez dit, dans la production de masques notamment, ou en tout cas de choses beaucoup plus utiles pour affronter cette crise. On va peut-être passer du coup aux questions-réponses, puisqu'on a de nombreuses questions durant le chat et puis aussi qu'on nous a envoyées. Il nous reste 15 minutes, si vous voulez bien. Exactement. J'ai Arnaud Licia qui demandait donc le confinement de l'ensemble des pays occidentaux ne va-t-il pas signer l'avènement du leadership économique de la Chine sur le monde? C'est possible, mais ce n'est pas du tout inéluctable. D'abord parce que j'ai toujours pensé que la Chine n'avait aucune envie d'être leader du monde. Culturellement, la Chine est un pays tourné vers elle-même, qui pense d'abord à son équilibre intérieur. Ensuite, la Chine est un pays très faible, même si militairement elle est très développée, mais qui n'a pas d'agriculture suffisante pour nourrir sa population.
Et ne pas avoir une agriculture puissante, c'est un signe de faiblesse considérable, de dépendre des autres. C'est un pays qui, n'étant pas du tout de près ou de loin une démocratie, n'a pas les instruments de résilience que la démocratie, l'esprit critique propose. Et quand on voit l'histoire depuis le XIIe siècle, successivement dominer le monde, c'était toute proportion gardée, une nation où il y avait une élite qui n'avait pas peur de dire ce qu'elle pense, au moins entre elles. Et ça, c'est un grand obstacle, à mon avis, pour la puissance chinoise, aussi longtemps qu'elle n'a pas franchi cette étape. Donc, je ne pense pas du tout ni que la Chine le veuille, ni que la Chine soit en situation de le faire, sans compter le fait que la Chine n'est pas pour rien dans tout ce qui se passe et que donc sa réputation internationale n'en sort pas grandie, en tout cas pour l'instant. J'ai Fernand Wiesenfeld qui demande: l'Europe a-t-elle les outils pour répondre? Faut-il plus d'Europe ou moins d'Europe suite au constat d'échec? D'abord, il faut plus d'Europe, ce n'est pas la place de plus de nations. Il faut plus de nations et plus d'Europe. Plus d'Europe parce que l'Europe rassemblée peut trouver les moyens d'investir qu'aucune nation seule ne pourra. L'Europe peut, d'un claquement de doigts, sur son crédit, lever 1 000 milliards d'euros pour investir, ce qu'aucune nation seule ne peut faire. Deuxièmement, l'Europe a une responsabilité à l'égard de l'Afrique que personne ne peut prendre à sa place. Une responsabilité qui est ce que j'appelle l'altruisme intéressé. L'Europe a intérêt à ce que l'Afrique ne devienne pas un enfer, ni par le coronavirus, ni par d'autres causes, parce que ça lui reviendrait sur la figure. L'Europe a cette responsabilité, non pas à la place de l'Afrique, qui doit se prendre en main, mais dans l'intérêt de l'Europe et en aidant l'Afrique à être un ensemble autonome. C'est absolument clé aujourd'hui. Donc, c'est plus d'Europe et plus de nations. Ce n'est pas plus d'Europe, pas un problème de vase communicant. Il faut les deux à la fois. Après la crise du Covid, sera-t-il possible de changer le système néolibéral compte tenu du pouvoir que la richesse financière disproportionnée des élites leur confère? Ça, c'est une question de Jean-Paul Owen. Oui, il y a beaucoup de questions qu'on me pose dans ce sens-là. Soit on ira vers un retour de la spéculation financière de la même façon si on oublie tout ça. Soit on ira vers des fermetures des frontières où chacun s'enfermera dans son univers, qui serait a priori séduisant, mais qui conduira à des catastrophes comme chaque fois que l'humanité s'est barricadée de notre nation ou par continent. Il faut, je pense pour ma part, mettre en place à l'échelle mondiale des règles beaucoup plus strictes, des règles contre les paradis fiscaux, des règles contre la spéculation financière non productrice de richesse, contre ce qu'on appelle le shadow banking ou le non-banking, des activités qui ne sont absolument pas régulées, qui, comme par hasard, sont surtout d'ailleurs américaines. Il faut mettre en place idéalement une taxation mondiale de la richesse, une taxe sur le capital, une taxe mondiale sur le capital, qui viendrait financer la production des biens essentiels dont je parle. Il faudra y venir. Et c'est d'ailleurs pourquoi les grandes entreprises multinationales, les GAFA, se font aujourd'hui si discrètes. C'est qu'elles espèrent bien passer en travers les gouttes de cette crise, qu'on ne les remarque pas, qu'on ne leur demande pas des comptes, elles qui auraient promis de débarrasser l'humanité de la mort, qu'on ne leur demande pas ce qu'elles font des milliers, de 500, voire 600, voire plus, milliards de dollars qu'elles ont dans leur compte, dans leurs réserves, alors qu'elles ne font rien, mis à part le cas personnel de Bill Gates. De quelques milliardaires, oui. À titre personnel. Mais les entreprises ne font absolument rien, sauf 2 ou 3 plus petites que les grandes, qui font des choses remarquables en matière d'intelligence artificielle, mais elles ne font rien pour mettre leur trésorerie au service de ces causes. Donc, ça nous révèle qu'il faut une taxation mondiale du capital. Mais pour une taxation mondiale, si vous faites une taxe, il faut un parlement. Il n'y a pas de taxe en parlement. Il faut des gens pour contrôler. Ça veut dire qu'il faut des policiers, des juges et des prisons à l'échelle mondiale. On en est loin. J'ai Emmanuel Wiesenfeld qui demandait: est-ce qu'il faut vraiment essayer de tout sauver avec tous les effets d'aubaine? N'est-ce pas faire peser une charge de la dette insupportable pour les prochaines générations? Oui, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle en économie, d'une façon très cynique, des passagers clandestins. Des gens qui vont profiter de tout ça et qui n'auraient pas mérité d'être sauvés, mais ceux-là ne seront pas sauvés longtemps. Aucune entreprise ne peut, n'est-ce pas, ce qu'on fait aujourd'hui, ça assure de la liquidité aux entreprises. Ça ne leur donne pas des clients. Ça leur donne les moyens de tenir en attendant d'avoir des clients. Et pour avoir des clients, il faut soit revenir à la situation où leur métier ancien pouvait fonctionner, les restaurants qui pourront rouvrir au mois de juin,
soit si les restaurants ne peuvent pas ouvrir, je prends une hypothèse cataclysmique qui ne me paraît pas réaliste, mais juste pour me faire comprendre, si les restaurants ne peuvent pas ouvrir pendant 2 ans, ben, il faut que les restaurateurs trouvent une autre façon de gagner leur vie. On ne peut pas imaginer qu'on les subventionne pendant 2 ans. Et une autre façon, ben, il y en a plein qui sont en train d'imaginer. Plein, des grands restaurants comme des petits, des créateurs. Et donc, même dans tous les métiers, c'est face aux challenges, aux défis, qu'on trouve des nouvelles réponses. Et en effet, le risque, c'est que l'absence de prise de conscience que ceci va durer entraîne un certain nombre de gens à se dire bon, c'est pas grave, je vis comme ça le temps que ça se termine et puis après on reviendra comme avant. Non, il est fort probable qu'on ne revienne pas comme ça. Justement, j'ai une question de Christine Bernard qui dit comment nos forces démocratiques en Europe et en France, en particulier gouvernements et citoyens, peuvent-elles déclencher et appuyer la mobilisation planétaire fondamentale et quel levier pour une nouvelle intelligence collective? En clair, que faire pour déclencher une nouvelle façon de penser ensemble? D'abord, il faut le penser soi-même, c'est l'objet d'une réunion comme celle-là. Il faut s'associer à, si je peux me permettre, à des fondations comme Positive Planète, dont la mission et de travailler dans l'intérêt des générations futures au service de l'économie de la vie. Donc, première chose à faire, venez nous aider dans la fondation Positive Planète, venez vous apporter vos compétences, vos réseaux et tout ce qui nous permettra de développer. Essayons de faire en sorte qu'en France et dans d'autres pays, le mouvement pour l'économie de la vie, le mouvement pour l'économie positive prenne de la force, devienne une évidence, et après, tout changera. J'ai encore une question de Félix Blanc. Monsieur Attali, merci. Êtes-vous confiant sur la capacité collective à changer nos comportements comme l'imposerait cette crise au niveau individuel? Quels sont les changements majeurs à mettre en œuvre en tant que citoyen, consommateur, salarié, entrepreneur? Je crois que j'ai répondu à ça. Soyez des acteurs de l'économie de la vie comme consommateurs, comme citoyens, comme épargnants, comme père de famille ou mère de famille, comme amis, comme dans toutes les dimensions de notre vie personnelle, comme membre du monde associatif. Je crois aussi d'ailleurs que c'est l'occasion de dire que le monde associatif, on le voit nous à Positive Planète dans notre action dans les quartiers, le monde associatif prend une ampleur nouvelle. Il n'y a pas seulement l'économie au sens classique dont on a parlé jusqu'à maintenant, mais il y a tout le monde associatif qui se révèle infiniment précieux, infiniment important pour régler des choses que ni l'État ni l'entreprise au sens classique ne peut régler. Un exemple que je pourrais citer, en dehors de la fondation que je préside, mais pour ne citer qu'une autre comme Aurore, qui fait un travail absolument magnifique pour aider les jeunes ou les gens en difficulté, en particulier les migrants en situation irrégulière et les gens les plus fragiles à avoir un logement et de quoi survivre dans les situations actuelles. Jamais l'État pourrait faire ça. Aucune administration peut le faire. Et donc, le secteur associatif va être aussi un levier de changement considérable. Et d'ailleurs, tous les fonds de ce webinaire sont reversés à Positive Planète qui réalise plusieurs actions. Ces projets dans nos quartiers. Dernière question, si vous voulez bien. Oui. Alors, le réchauffement climatique est une menace à moyen terme, voire court terme. Est-ce un problème de surpopulation? Et dans ce cas, devons-nous avoir peur d'une forte mortalité? L'enfant unique pourrait-il être une bonne solution dans les années à venir? Oui, il y a des gens qui disent cette horreur selon laquelle une bonne pandémie réglerait le problème climatique en supprimant la moitié de l'humanité. Ça, c'est une horreur absolue. Je ne pense pas que ce soit le sens de la question, mais enfin, beaucoup de gens disent ça, au point même que dans des hoax, dans des fake news, on m'a prêté des propos aussi horribles que cela. Non, évidemment, quand je parle d'économie de la vie, ça veut dire que la vie est une priorité. Tout le monde sait que la planète Terre a de quoi nourrir sainement, écologiquement, d'une façon efficace, durable, entre 10 et 12 milliards de personnes, à condition de donner le pouvoir aux paysans, de supprimer les grandes exploitations, de sortir de l'industrialisation de l'agriculture, de sortir de l'ensemble des produits chimiques qui sont pas nécessaires, certains sont nécessaires, d'autres ne le sont pas, et de créer les conditions d'un niveau de compétence des paysans très différent de ceux d'aujourd'hui. Cette mutation, cette révolution agricole, cette révolution alimentaire est possible, et donc on n'a pas besoin, pour régler les problèmes de la planète, de réduire la population. De même, en matière de consommation énergique, j'ai dit dans l'essentiel, dans l'économie, dans le secteur de la vie, il y a les énergies propres, et les énergies propres peuvent permettre de créer les conditions d'une économie qui fonctionne. Une économie positive, une économie de la vie, ça peut marcher, c'est magnifique, c'est un projet pour un siècle,
Il faut commencer avant-hier. Merci à tous. Merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé. Merci aux participants. Merci bien entendu à Hexagon Society pour la mise en place de ce webinaire. Et puis, on se retrouve très vite. À très vite et à bientôt. Et si on veut m'écrire pour poursuivre la conversation, c'est j@atali.com.